Salam alaikum, marhaba bikoum. Un plaisir d'accueillir Idriss Xiques. Personnellement, je l'ai connu en tant que journaliste à Telke, mais maintenant, avec le temps, on découvre qu'il est vraiment, qui intervient sur des tas de thématiques et des tas de sujets. Donc, il est professeur actuellement, il est écrivain, un homme de littérature. Il est un peu le genre ancien de Ibn Rushd. Donc, ça tombe bien qu'il a travaillé sur Ibn Rushd, sachant que le pourquoi Ibn Rushd, comme vous le savez, donc la communauté marocaine et particulièrement nos jeunes, souvent ils sont dans cette situation de ne pas accepter certaines positions contre leur manière de vivre. On a le sentiment parfois d'un refus, non acceptation, considérant qu'ils ne sont pas totalement intégrés, donc selon les vues de certains. Donc l'idée, c'est de montrer qu'à une certaine période, durant le règne musulman, arabe, il y avait vraiment un vrai vivre ensemble. Et c'est cette période où Ibn Rushd, il avait joué un rôle primordial dans ce qui venait après, dans le cadre du développement en Europe, notamment à travers ces traductions de l'ancienne philosophie grecque. Donc, sans tarder, je vais donner la parole donc, à M. Idriss Xiques, mais aussi à notre ami Si Hassan, qui a pu, donc, avec un temps très court, lire le livre. Et il va, donc, au début, il va échanger avec Idriss sur le sujet, avant de passer donc, à l'échange avec l'audience. Merci. Marhaba bikoum. Merci Idriss. Je remercie au nom de l'assistance le consulat général du Maroc qui, une fois de plus, nous donne l'occasion de nous retrouver et d'échanger, et surtout en accueillant Idriss Xiques, c'est une grande figure de la littérature marocaine vivante et un intellectuel de haut rang s'il en est. Nous nous rencontrons aujourd'hui à travers un roman que j'ai eu le plaisir de lire et je dois l'avouer devant vous et devant l'auteur qui m'a intimidé. La barre était très haute, l'exigence intellectuelle à l'affût, et ce fut donc tout doucement que j'ai pu intégrer, rentrer dans le texte, me familiariser avec l'art de l'écriture, une langue qui ne se laisse pas facilement apprivoiser. Et si le français a des problèmes aujourd'hui à survivre, à entendre des intellectuels français, et surtout des enseignants, je pense que de l'autre côté de la Méditerranée, le français a des plumes qui lui donnent ses lettres de noblesse encore aujourd'hui. Et à travers donc ce roman, je vous invite à le lire et à déguster, et ce n'est pas un vain mot de ma part, à déguster des passages donc de lire. J'ai beaucoup apprécié des tournures de phrases, et tout à l'heure je demanderai à Idriss de nous lire quelques passages de son choix, pour nous aider à entrer dans l'univers littéraire qui est le sien. Le livre, tel que le titre l'indique, donc traite d'Averroès. Ce n'est pas une biographie d'Averroès. Ibn Rushd pour les Arabes, les arabophones, mais Ibn Rushd ici est une métaphore, tel que le dit le texte lui-même. C'est aussi une invitation au voyage,
et à l'interrogation. Le narrateur nous amène son pérégrination entre Marrakech, Cordoue, voire même en Orient, Proche-Orient, avec Saladin, à travers les époques, aujourd'hui, hier, et demain aussi. C'est ce que dit l'auteur, voilà, à travers le narrateur, pardon, au travers d'un passage où il passe le flambeau à la nouvelle génération. Donc nous passons d'hier à demain. Si Driss, je vous souhaite la bienvenue. Je pense que le public aura plaisir à vous écouter si vous avez un mot à dire, ou alors de lire un passage de votre choix. Pour commencer. D'abord, je voudrais commencer par vous remercier et remercier Driss Reissi. Il n'est pas anodin qu'un consul général vous contacte de manière spontanée et vous invite à une rencontre littéraire. Je salue l'initiative. J'espère qu'il y en aura bien d'autres, parce qu'on en a vraiment besoin. Avoir des consuls qui ont le souci de la culture et de la littérature, c'est quelque chose qui, personnellement, m'a fait énormément plaisir. Mais bon, vous savez, je n'ai pas l'habitude de faire de la flagornerie, donc c'est vraiment quelque chose de sincère que je pense. Alors, probablement, vous dire deux ou trois petites choses sur ce livre, avant de lire peut-être un extrait. Vous savez, pendant très longtemps, moi j'ai beaucoup lu Averroès. J'ai été le fondateur des rencontres d'Averroès au Maroc, à Rabat, et sur instigation de mon ami Thierry Fabre à Marseille. Et pendant très longtemps, je n'ai pas pensé à écrire sur Averroès. D'abord, je n'ai jamais eu la prétention d'écrire un essai sur Averroès, parce que là, je vais aller sur le terrain de gens qui sont des spécialistes. Et je n'oserais pas aller à la place d'un Jean-Baptiste Brenet ou d'un Alain de Libera ou même un Ali Ben Makhlouf, etc., donc, qui sont des philosophes ou des historiens des idées et qui travaillent sur ces questions de manière approfondie. Donc je n'ai jamais pensé à ça. Et puis on a organisé les rendez-vous la nuit de la philosophie à Rabat. Vous savez, je ne sais pas si vous vous rendez compte, à Rabat, la nuit de la philosophie en 2014, on a eu 3000 personnes à la Bibliothèque nationale. Je ne sais pas, Driss, si tu étais là. On a eu 3000 personnes. Et ce soir-là, j'ai vu des jeunes. Et des jeunes qui étaient dans l'esplanade de la bibliothèque, en train de se poser des questions métaphysiques. L'existence de Dieu, etc. Incroyable. Et tout de suite, l'idée du futur dont tu parlais, tout de suite je me suis dit, mais au fond, ces jeunes, parce qu'ils grappillent ici et là dans les réseaux sociaux, dans l'internet, ils lisent Ibn Sina par-ci, Averroès par-là, El-Mu'tazila par-ci, etc. C'est magnifique, ils ont une curiosité, mais tu te dis, au fond, cet héritage, il faut encore travailler dessus. Alors, pourquoi faire un roman sur Averroès et non pas un roman historique et non pas une biographie? Parce qu'en fait, l'histoire d'Ibn Rushd et d'Averroès est une affaire de transmission, est une vraie affaire de transmission. Je vais vous l'expliquer très rapidement parce que je pense que c'est ça qui fonde toute l'idée. Alors, imaginez, on est au XIIe siècle. On est sous les Almohades. Hein? Ibn Rushd est d'abord juriste, grammairien, il a une grande culture de la langue et de la philosophie. Et un beau jour,
il est connu, il est d'une grande famille, il devient le grand qadi, le grand juge. Donc, quand on dit Qadi al-Qudat, ça veut dire presque Wazir al-Adl. Ça veut dire Qadi al-Qudat, c'est un rang très élevé. Et Ibn Tufayl à l'époque, qui était médecin du sultan, le sultan Abu Yaqub Youssef était ce qu'on appelle un roi philosophe. Ça veut dire un sultan qui lisait la philosophie grecque. Ce sultan, Abu Yaqub Youssef, dit à Ibn Tufayl, écoute, il n'y a qu'une seule personne qui est capable de refaire, je dis bien, de refaire ce que Al-Farabi et Ibn Sina ont fait en Orient, c'est de faire le commentaire d'Aristote. Alors, il faut comprendre une chose. La question du commentaire d'Aristote est très importante, parce que Aristote est le philosophe rationaliste par excellence, qui parle de l'observation et qui parle de la démonstration rationnelle. Mais le Farabi et Avicenne en Orient ont cherché à faire une sorte de synthèse entre la culture grecque philosophique et ce qu'on appelle le platonisme tardif chez Plotin et la gnose orientale. La gnose orientale, ça veut dire la culture religieuse orientale. Ils ont fait une sorte de synthèse de tout cela. Le sultan Al-Muhad, il a dit non, moi je ne veux pas qu'on fasse cette synthèse. Moi je veux qu'on retrouve Aristote dans sa force rationaliste telle qu'il est. Pourquoi? Parce que les Almohades étaient des rigoristes. Et donc, ils ne voulaient pas. Très bien. Il a dit, mais il n'y a que ton ami Ibn Rushd qui peut nous faire ça. Et donc, Ibn Rushd est invité par Abu Yaqub Youssef, et Abu Yaqub Youssef lui fait cette commande. Vous savez, dans les temps anciens, tous les penseurs, même les poètes, même les peintres, avaient besoin d'une commande, d'un mécène pour pouvoir faire les choses, et c'est ce qui s'est passé dans ce cas. Très bien. Et donc il lui fait cette commande, et donc Ibn Rushd, il fait le travail qu'il fait, il fait le commentaire de tous les livres d'Aristote, sauf celui de la politique qu'il ne retrouve pas, et donc il se rabat sur la République de Platon, mais qu'il lit en tant qu'aristotélicien. Très bien. Mais très très vite, alors c'est pour ça, après je vais vous raconter pourquoi tout ça pose problème. Très très vite, Averroès va être contesté. Par qui? Par le Mutasawwifa et par le Mutakallimin, les théosophes. Pourquoi? Parce que nous rentrons dans une phase de... Parce que Averroès a baigné dans une ambiance de convivencia, ça veut dire de vivre ensemble entre trois cultures, mais on rentre dans une phase de croisade. Yaqub le Mansour est un roi guerrier et commence à se lever des voix pour dire, en fait, ce rationaliste d'Ibn Rushd, il va trop loin, parce qu'au fond, qu'est-ce qu'il dit Averroès? Il dit, vous savez les amis, lorsque une pensée a une grande valeur, on n'a pas de problème d'où elle vient. Qu'elle vienne d'Aristote ou qu'elle vienne du Coran, ça a la même valeur pour nous. C'est ça le fond. Deux, il a dit à ces gens qui sont des hommes de religion, il a dit, il faut arrêter de faire la tutelle sur la pensée des gens. Il faut que les gens comprennent que pour construire une conscience, il faut passer par le raisonnement par soi-même. Et donc, c'est une élévation de l'esprit qu'il demande. Bien sûr, il disait ça dans des petits cercles. Il croit à al-khassa ou al-amma, il disait ça de petits cercles. Mais même ces petits cercles commencent à s'offusquer de cela. Et donc, du coup, vers la fin de sa vie, il est exilé. Il faut leur demander juste d'éteindre les micros.
qu'ils éteignent les micros. Je m'en occupe. Donc à la fin de sa vie, il est exilé à Lucena. Lucena est à quelques encablures de Cordoue. C'est un petit village où normalement on exilait les Juifs. C'est pour ça que pendant très longtemps on a même cru qu'Averroès lui-même était un Juif converti. Alors après sa mort, après il meurt à Marrakech, vous savez, et je vous lirai tout à l'heure un passage, je ne vais pas m'arrêter là-dessus maintenant. Mais ce qui est intéressant, c'est que Ibn Rushd, finalement, comment il a existé? Vous savez, à la fin de sa vie, on a brûlé 50 de ses textes. Les textes les plus métaphysiques ont été brûlés. Comment ils ont été préservés? Ils ont été transcrits en lettres hébraïques. Je dis bien, pas traduits. Ils ont été transcrits en lettres hébraïques et plus tard traduits en hébreu et en latin. Et c'est ce qui a fait que pendant 3-4 siècles, au cœur de l'Europe, à Padoue, à Rome, à Oxford, à Paris, Averroès était ce qu'on appelait le grand commentateur. On appelait le grand commentateur. On confondait même des textes d'Aristote et des textes d'Averroès. Donc Averroès était une référence ultime dans le monde chrétien, avec des attaques de théologiens, mais des reprises de philosophes. Beaucoup de philosophes se sont inspirés d'Averroès pour construire leur système philosophique. Je parle de Spinoza, je parle de Kant et d'autres. Qu'est-ce qui s'est passé chez nous? Alors, c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé chez nous? Il meurt à la fin du XIIe siècle. Vous vous rendez compte qu'il a fallu attendre le milieu du XIXe siècle, je dis bien le milieu du XIXe siècle, pour qu'on commence à retraduire une partie de ses œuvres en arabe. Ça veut dire qu'on avait gardé plusieurs des textes qui étaient d'ordre juridique, etc. Mais les textes les plus philosophiques n'avaient pas été préservés. On recommence à le traduire au milieu du XIXe siècle en arabe, et pendant tout le XXe siècle, on a eu des bagarres autour d'Averroès. On a eu une fameuse bagarre entre Mohamed Abdou et Farah Antoun. Vous connaissez tous Mohamed Abdou, le réformiste égyptien. Et Farah Antoun est un libéral maronite libanais. Farah Antoun, qu'est-ce qu'il disait à Mohamed Abdou? Ça, c'est au début du 19e, pardon, début du 20e, au tout début du 20e siècle. Il lui dit, mais on a été ingrat vis-à-vis d'Averroès. Averroès aurait été notre Erasmus. Il nous aurait permis de penser notre modernité de l'intérieur, au lieu de chercher à l'importer. Qu'est-ce que lui dit Mohamed Abdou? Lui dit, non, lui, il a été latinisé, christianisé, il n'est plus des nôtres. Vous voyez? Donc la question de l'identité dont vous parliez, la question de l'identité. Averroès, depuis le début, il nous permet de penser la pluralité au niveau de l'identité. Ça veut dire qu'on peut être pluriel, on peut puiser dans plusieurs sources pour exister. On n'est pas un, on est pluriel. Vous voyez? Donc voilà, pendant tout le 20e, on a eu tout cela. Jusqu'à aujourd'hui, vous trouvez des jeunes qui continuent encore de chercher à prolonger tout cela. Voilà, c'était juste pour faire une petite synthèse, mais puisque vous me demandez de lire, bien. Oui. Alors, moi, vous savez, des formations théâtrales, quand je lis, je ne peux pas rester assis, je dois me mettre debout. C'est une déformation théâtrale. Une belle déformation. Hein? Une belle déformation. Je vais lire un passage, un petit chapitre qui s'appelle La césure originelle. Ma conscience d'une perte inconsolable au sujet d'Ibn Rushd, annonçait Édib derrière son pupitre en entamant la dernière partie de son récit, je l'ai ressenti bien plus que dans les livres et les revues, le jour où je suis allé en quête de son tombeau originel à Marrakech. Je me souviens encore de cet épisode incroyable. J'étais à l'époque sur le point de décrocher à l'université mon premier sésame en philosophie.
Ce voyage à Marrakech n'était pas prévu au programme. J'y étais allé avant tout en quête d'air sec et de pause pour mes bronches mises à l'épreuve à intervalles irréguliers. Un ami m'avait vaguement indiqué où se trouvait le sombre mausolée, Bab Tarzout. Les textes anciens m'avaient alerté sur la symbolique des lieux, mais personne ne m'avait prévenu de leur indigence. Trop de pierres jonchaient le chemin chaotique qui y menait. Aucun nom. Ba'alel, gardien aveugle, homme humble et cultivé, autrefois conteur sur la place Jamal Fna, était surpris que je m'adresse à lui sans détour. Assis à même le sol, il s'est tout de suite redressé pour mieux entendre ma requête étrange, incongrue. Dites-moi, Sidi, est-ce vraiment ici qu'était enterré au départ Ibn Rushd? Alors qu'il hochait la tête, et que je ne savais s'il fallait interpréter cela comme une affirmation ou une manière de se mettre en branle pour éjecter sa parole, il finit par me poser la main sur l'épaule, à trouver appui sur mon corps à proximité et donner enfin libre cours à ces mots. Écoute, mon fils, cette porte brinque-ballante, ce nom à l'envers, cet espace abandonné aux chiens errants, c'est la preuve que la faille est trop vieille, que la désolation est un lourd héritage impossible à déposer, et que nous ne savons pas d'où repartir pour redonner sens à cette vie qui nous rassemble depuis si longtemps entre solitaires sans boussole. Oui, mais vous confirmez que le cadavre d'Ibn Rushd avait d'abord été enterré dans ce lieu? Écoute, mon fils, reprit-il sur le même rythme, ce vide, ces gens qui déambulent sans repère, qui viennent là se frotter les uns aux autres et s'amasser à la porte de ce cimetière vénéré en attendant un don du ciel, même quand ils sont bardés de diplômes, sont la preuve que le savoir ici est juste pris pour un fruit à consommer, non compris comme une graine qui fleurit. Mais savent-ils que avant ce saint, c'était la dernière demeure d'Ibn Rushd ici parmi nous, qu'avant l'homme de foi, c'était d'abord la tombe du philosophe? Écoute, mon fils, les hommes de foi sauvent les foules de la peur du néant. Les philosophes inquiètent les foules. Ils restent chez eux, entre leurs livres, seuls. Ils ne se mélangent avec personne. C'est comme ça ici, depuis toujours. Ils pouvaient me parler ainsi à l'infini, confessa Adib. On aurait dit une vieille prière qu'il psalmodiait en boucle et dont me parvenaient des éclats dès qu'il s'exprimait à haute voix. Il a fallu que je revienne le voir, que j'insiste, que je lui achète quelques dattes et du lait pour chasser sa méfiance, recharger sa mémoire et redonner vie à sa verve de conteur. Il en savait bien plus que les rares écrits qui avaient évoqué sommairement cette affaire de tombeau d'Ibn Rushd. En revenant du voyage, j'ai fini par tout résumer dans des carnets à spirale dont je ne me séparais jamais et que j'ai sauvegardé comme un butin précieux. Il m'avait confié à peu près ceci. Écoute, mon fils, quand Ibn Rushd avait été rappelé de sa disgrâce par le sultan Yaqub al-Mansour en 1197, nous dit-on, et mis en surveillance surveillé à Marrakech, il avait fini par dépérir, trépassé, et son cadavre fut déposé au fond de ce trou-là, loin des siens, pendant 3 mois. Oui, 3 mois seulement. Les jurisconsultes qui tenaient le registre des morts n'en voulaient plus. Les fuqaha orthodoxes qu'il prenait de haut, tant ils étaient fourbes, dogmatiques et intolérants, lui en voulaient même après sa mort. Les hypocrites qui composaient les vers vicieux pour insulter sa mémoire l'exposaient à la profanation. Les grandes familles qui jalousaient la sienne hurlaient avec les loups. Et le sultan, indifférent, allié de tous les camps, laissa faire les croque-morts. Voyez-vous, précisa Adib à l'assistance médusée, seuls les rescapés de sa famille restés en Andalousie le réclamaient. Après quoi, un mulet a transporté à charge égale le cercueil protégeant les restes de son cadavre sur un flanc et ses derniers manuscrits empaquetés sur l'autre. Cette race d'Ibn Rushd, corporelle et spirituelle, constituait un équilibre parfait. Elle fut acheminée jusque chez vous, ici à Cordoue, au cimetière privé qui l'unissait enfin avec ses aïeux. Le transfert s'est fait par le détroit de Gibraltar, qu'on aurait très bien pu rebaptiser du nom d'Averroès, en souvenir de cette expédition express.
Sidris pour cette performance. Et donc, vous voyez, j'avais raison de vous demander, donc au nom de l'assistance, de dire vraiment, nous a transportés jusqu'à Marrakech, jusqu'au XIIe, XIIIe siècle. Merci pour ce voyage. Et donc, je rappelle encore une fois cette belle langue que vous nous invitez à déguster, je le redis une fois de plus. Eh bien, justement, tu as parlé de failles. Donc, le narrateur parle de failles. Et ça me ramène au titre, bien sûr, au détroit. Ces deux continents séparés, appelés à se réconcilier, à se retrouver. Est-ce que Ibn Rushd, ce trait d'union entre hier et aujourd'hui, entre ce que nous avons été ou ce que nous aurions pu être et ce à quoi nous sommes invités, est-ce que c'est un trait d'union entre nous et l'autre? Et pour pasticher, mais pas trop, celui qui disait « je est un autre ». Okay. Alors, là on rentre au cœur du sujet. D'abord ce titre, au détroit d'Averroès, détroit, étroitesse. Le narrateur Edib, qui est un prof de philosophie, qui est chroniqueur à la radio, qui raconte la philosophie, est asthmatique. Un autre déca. Vous voyez, en fait, il y a cette idée que ce détroit aurait pu devenir un lieu de passage, aurait pu devenir, je dis bien, aurait pu devenir un trait d'union par le savoir, par le transfert de la philosophie. Ce serait idéologique de dire que ça l'est. Ce serait un peu instrumentaliser l'histoire que de le dire. Donc du coup, la littérature nous permet de dire que c'est une utopie. C'est une utopie qui n'a pas eu lieu. C'est une utopie qui n'a pas eu lieu parce que symboliquement, la tombe d'Ibn Rushd à Bab Tarzout, c'est le lieu même où est enterré Sidi Bel Abbas Sibti, le saint des saints à Marrakech, qui a vécu du temps d'Ibn Rushd et qui n'aimait pas Ibn Rushd, qui était un mystique, qui n'aimait pas le rationalisme d'Ibn Rushd. Et symboliquement, le mystique qui prend la place du philosophe est quelque chose qui est intéressant dans notre histoire, anthropologiquement dans notre histoire. On est plus à l'aise peut-être avec la tradition mystique qui est extraordinaire, qui est plurielle. Mais la tradition rationaliste, on a du mal aussi avec elle. Donc, par contre, il est clair que par ce détroit, ce retour d'Ibn Rushd à Cordoue, c'est ce qui a fait qu'il a circulé dans toute l'Europe. Et c'est ce qui a fait que sa pensée a fleuri en Europe. Mais on ne perd jamais espoir. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la tentative de réinterpréter. Alors, vous savez, si vous prenez le XXe siècle, tous les philosophes qui ont essayé de repartir de Rushd, je peux vous faire la liste. Sadr Jalal Azm, Mohamed Arkoun, Mahmoud Taha, etc., etc. Sauf que, vous savez, tout cela n'ont pas pu s'ancrer dans leur société. Soit c'était des marxistes, à un moment donné on leur a tourné le dos, soit ce sont des gens qui ont été exécutés. Mahmoud Taha, il a été exécuté par Nouméri, par les États. Donc le problème, c'est que cette possibilité de faire en sorte que cet héritage rationaliste, qui est l'un des héritages que nous avons, nous sommes pluriels,
nous avons un héritage mystique, nous avons un héritage rationaliste, etc. Eh bien, c'est l'un des héritages avec lesquels on a le plus de mal. Et tout le roman était de raconter cette perpétuelle tentative de faire quelque chose avec cet héritage. Merci. Alors, j'ai prêté une attention particulière au choix des noms ou des prénoms des personnages du roman, et en particulier en commençant par Adib. Il doit bien porter son nom, comme Ibn Rushd d'ailleurs. Et Adib est-il le reflet, le pendant du narrateur? Personnellement, j'ai cru entrevoir une certaine trinité, si je peux me hasarder cette métaphore, entre Hassan, l'élève, le prof, et Adib, et le narrateur qui est le transmetteur. Donc, sommes-nous en présence d'une même personne, un même personnage? Alors, juste expliquer, dans l'histoire, dans ce roman, moi je sais pas écrire des histoires, j'essaie de raconter des contes philosophiques. Ici, Hassan est un ancien prof de philosophie, chassé de l'enseignement pour athéisme, qui, sur le lit de la mort, lègue à Adib des documents inédits sur Averroès. Alors, ça, vous le savez, dans notre histoire récente au Maroc, la traversée du désert qu'a connu l'enseignement de la philosophie, on la connaît tous. Si vous voulez, on peut revenir dessus. Et ça fait partie de notre histoire. Donc, Hassan, il appartient à cette génération-là. Adib est un enseignant de la nouvelle génération qui enseigne et qui fait des chroniques à la radio. Et il y a ce troisième personnage, après je reviendrai au prénom, le traducteur, quelqu'un qui prépare une thèse sur la traduction d'Ibn Rushd et qui est traducteur et qui est celui qui va être encore le transmetteur du travail de Adib. Alors, Adib, si vous êtes des lecteurs de la littérature arabe, vous connaissez le Adib de Taha Hussein, et Adib est le lettré. Adib est le lettré, donc c'est l'homme de lettres. Donc forcément, il y avait cette double référence à Taha Hussein et à l'homme lettré qui essaie de transmettre cet héritage littéraire, philosophique, etc. Mais ils ne sont pas un, ils sont chacun est une entité en soi, et Adib n'est pas de la même radicalité de Hassan. Le traducteur, il est dans une autre logique. Voilà. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Alors, on va peut-être donner la parole à l'assistant. Et ensuite, nous reprendrons nos échanges. Y a-t-il des questions? Des questions toujours difficiles. Je peux commencer. Merci. J'ai un peu lu le livre, je ne l'ai pas encore fini. Moi, ce qui a attiré mon attention, c'est ce fait que le concept, donc Averroès, le nom, et comment vous pouvez expliquer ça? Donc nous, on est plus sur non, mais on a le sentiment que c'est Averroès qui est connu le plus. Vous avez déjà mentionné le fait qu'il y a eu des traductions en hébreu, mais je parle depuis lors jusqu'à maintenant. Est-ce que vraiment vous avez le sentiment au niveau national, au niveau du monde musulman et arabe, est-ce que vraiment, qu'est-ce qui est le plus utilisé et pourquoi? En fait, on a les deux. Alors, Averroès, enfin, c'est très intéressant, d'ailleurs, la première phrase du livre, je vais la lire, parce que Confessions inattendues, Ibn Rushd,
Averroès, les deux noms dans cet ordre-là, deux noms superposés, ils indiquaient deux directions, deux rives, deux langues, deux temps et un même homme. Mais est-ce vraiment le même? Deux noms pour une même inconnue. Alors, je m'explique. Parce que ça, c'est très, très intéressant. Bien sûr, jusqu'à sa mort, il n'existe que Ibn Rushd. Le seul nom qui existe, c'est Mohammed Abul Walid Ibn Rushd. Mais, à partir du XIIIe siècle, principalement à Paris, à l'université de Paris, par un transfert de nom, de latinisation du nom, il devient Averroès. Donc le monde européen, chrétien, judéo-chrétien, ne connaît pas le nom d'Ibn Rushd. Il ne transfère que le nom d'Averroès, à partir du XIIIe siècle. Je précise que c'est à partir de la fin du XIIIe siècle que se crée l'université, le concept d'université en Europe. Donc, ça fait un effet de diffusion. À la fin du XVIe siècle, si je m'abuse, oui, à la fin du XVIe siècle, en 5 ans, on fait 10 éditions du même livre d'Averroès en Italie. On réédite 10 fois le même livre d'Averroès en Italie. Juste pour que vous réalisiez à quel point on est à peine le début de Gutenberg, et on a un engouement pour la philosophie médiévale, et donc ça, c'est clair. Au XIXe siècle, celui qui écrit un livre qui va marquer, c'est Ernest Renan, l'orientaliste. Averroès et les averroïstes. Donc, vous voyez, on parle de philosophes et de tous ceux qui ont suivi. Bien sûr, le texte de Renan est un texte très réducteur de ce que c'est qu'Averroès. Mais, effectivement, dans le monde arabe, à partir du moment où on recommence à traduire en arabe, à partir du moment où alors, bien sûr, on retrouve Ibn Rushd, ça c'est évident. Même entre le XIIIe et le XIXe, le nom d'Ibn Rushd n'a pas disparu de Qarawiyyin, de quelques espaces de savoir dans le monde arabe. Mais il est resté marginal, il n'était pas au cœur, il est resté marginal. Quand on le retrouve, bien sûr, c'est Ibn Rushd, et surtout, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle Rushdiyat. Ça veut dire les centres de recherche sur Ibn Rushd. Ils existent. On en a à Fès, on en a dans d'autres centres du monde. Donc, évidemment, là, on retrouve Ibn Rushd. Mais ce qui est intéressant, c'est que il ne faut pas penser qu'on retrouve le même. Ça veut dire qu'il est passé par d'autres filtres. Il est passé par d'autres filtres, et donc, même le fait de savoir que ce n'est pas le texte originel tel qu'il écrit par lui, mais il est retraduit. Imaginez, ça veut dire qu'il a été transcrit en hébreu, en hébraïque, traduit en hébreu, en latin, et puis retraduit vers l'arabe, parce qu'on n'a plus le texte originel. Hein? Le livre de la nature, par exemple, on ne l'a pas. On a à peine, depuis quelque temps, une retraduction. Il y a d'ailleurs un Marocain enseignant d'hébreu qui a contribué, c'est Chehlen. Mohamed Chehlen, c'est lui qui a contribué à ce travail. Donc, le nom d'Ibn Rushd, bien sûr, maintenant il est très très diffusé. Maintenant, il y a autre chose. En Occident, aujourd'hui, Averroès est présenté comme la métaphore d'un pendant, en fait, du transmetteur. Pendant très longtemps, on l'a pensé uniquement comme un transmetteur. Ça veut dire j'aime Aristote. Alors, pendant très longtemps, c'était ça l'image. C'est le grand commentateur, mais ça veut dire en fait, c'est pas lui l'important c'est Aristote. C'est depuis quelques années, grâce à un effort
de philosophes et de penseurs qui ont été plus subtils pour comprendre la pertinence de la pensée d'Averroès, et pas uniquement le travail de commentaire, que on est arrivé à reconnaître Averroès comme philosophe. Et comme on a reconnu les autres philosophes de l'espace arabo-musulman, d'ailleurs, même au niveau de l'université en France, on commence à peine à voir un renouveau, on commence à voir enfin des gens qui relisent dans le texte en arabe la tradition philosophique arabe. Hein? Donc c'est un renouveau qui est en train de se faire, mais il est encore marginal. Il y a un grand effort encore à faire. Chez nous, il y a encore un relent identitaire. C'est comme si, en fait, on retrouve quelqu'un de chez nous. On dit, oui, chez nous, on avait ceci. Mais ce n'est pas suffisant. On ne fait pas un travail pour aller aux profondeurs sur la pensée. Etc. Donc, il y a encore tout ce travail, mais il y a certains qui le font. Des questions? Bonsoir à tous. On va juste légèrement sortir de la philosophie pour que tout le monde le comprenne. Et en premier, ma petite personne, c'est concrètement, qu'est-ce qui fait que Ibn Rushd, dans son approche rationaliste, a été décrié? C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qui était dérangeant? Parce qu'à un moment donné, en fait, on voyait que ça touchait le pan politique. Et qu'est-ce qui dérangeait, en fait, dans son approche? Trois choses. Le principe de la double vérité. Ça veut dire il y a deux voies possibles vers la vérité. La voie de la démonstration rationnelle et la voie de la charia. La charia dans le sens du droit. La charia, c'est la voie. Hein? Pas la charia comme on l'entend aujourd'hui. La charia, c'est comme la voie du droit. La voie du droit inspirée de la tradition religieuse. Lui, il dit, il y a deux voies possibles pour la vérité, et elles ont la même valeur. Elles ont la même valeur. C'est irrévérencieux. Hein? C'est irrévérencieux. C'est irrévérencieux. Premier point. Le deuxième point, Qidam al-Alam. Le monde est sempiternel. Tu ne peux pas être dans une culture créationniste et dire de Qidam al-Alam. Dire que le monde est sempiternel, ça veut dire tu vas au-delà de la conception créationniste du monde. 3. La primauté de la science, la science physique et mathématique, qu'il considère comme déterminante pour comprendre le monde. Et c'est, si vous faites le parallèle avec ce qui s'est passé en Occident, c'est exactement comme ça qu'a commencé la laïcité. Dans le sens de dire qu'il y a plusieurs régimes de vérité. Il y a le régime de vérité théologique, le régime de vérité qui vient de la providence, il y a un régime de vérité qui vient de la science, qui vient du savoir. Dissocier les deux est le fondement même de la sécularisation. Ce sont ces trois éléments qui créent polémique, à côté du fait qu'à la fin de sa vie, c'est des enjeux aussi de pouvoir. Parce que Averroès était proche de Abou Yaqub Youssef. Après, il n'était pas proche du sultan qui vient plus tard. Et c'est des jeux de cour. C'est un homme qui a du pouvoir. Il vient d'une grande famille. Il y a des rivalités de famille à l'époque. Donc, rivalité de famille, enjeu de pouvoir, tout ça contribue à son exil. 4.
J'espère avoir répondu à votre question. Nous avons une question en ligne. Ah, très bien, d'accord. C'est... Bien sûr. On la prend ou... Oui, il y a, si Ahmed il peut intervenir pour lui demander. Il est en face de vous. تفضل سي احمد. Il nous entend partir. Oui. تفضل سي احمد. Ouais, shukran. Bonsoir à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cédric, les deux, Cédric. Oui, c'est un grand plaisir de vous entendre. Vous le faites. Je peux? Oui, on est juste en train d'essayer d'avoir plus de son. On vous écoute, on vous écoute. Non, non, de toute façon, Cédric, les participants l'entendent. Vous, Ça va. très bien. Allez-y, allez-y. Merci Cédric pour là, vous me renvoyez vraiment à l'enfance sur toutes ces dimensions. Comment dire, la problématique par rapport au regard donc, de l'héritage du savoir et identitaire, que ce soit au Maroc ou ici en France, on peut aussi la vivre même en étant, comment dire, moi je suis enseignant-chercheur en mathématiques. Donc, vous avez parlé tout à l'heure de la traversée du désert, de la philosophie. Moi j'ai mon bac en 75. Et donc, à l'époque, donc, la philosophie était une heure, je crois. Et puis après, ça a eu la Sharia islamia. Et alors, ma question, c'est de savoir par rapport à l'actualité, parce que c'est important chez l'élève, dans l'éducation, non seulement que l'élève doit relier les savoirs littéraires, scientifiques, c'est pour construire un citoyen conscient qui a un esprit critique. Parce qu'au Maroc, on en manque, je parle on en manque quand on a affronté par exemple des catastrophes naturelles, etc., ou dans le quotidien. Il manque de regard critique et la démarche scientifique et la pensée rationnelle manquent. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qui se passe actuellement dans le système éducatif marocain. Bien sûr, on peut débattre entre initiés. Vous avez parlé d'un succès que vous avez eu à Rabat. Moi, je ne connaissais pas. C'est vraiment excellent. Mais après, au niveau éducatif, comment ça se traduit, etc. Et il y a beaucoup de questions. Bon, ici en France, moi je suis venu étudier en France. Pour vous dire que quand j'ai appris les mathématiques d'ailleurs, en français, je ne comprenais même pas les mots. Les mots utilisés en mathématiques. Et des mathématiques et un savoir qui n'a aucun lien avec mon environnement. Donc, il n'y avait rien. C'était des mythes pour moi. Et puis quand je suis revenu en France, je me mets à la place, dans la peau d'un fils d'immigré, hein, et à mon fils aussi, hein, c'est que moi, en tant qu'étudiant à la fac de sciences, je n'osais pas parler arabe. Parce que c'était mal vu. Alors, on n'osait pas. Et on a accepté ça. Et puis après, j'ai fait quand même un retour d'un point de vue scientifique ou littéraire. Voilà. Donc, votre conférence, ça fait beaucoup de bien aux jeunes, hein, pour qu'ils prennent confiance en eux, hein, par rapport à leur identité. Mais une identité pas, comment dire, qui accepte aussi l'autre. Hein. C'est que le progrès, c'est un apport de toutes parts, qui en fait sa démarche tout seul. Voilà, merci beaucoup. Hein, et c'est un grand plaisir de vous avoir écouté. Merci. Merci, Ahmed. C'est moi qui je vous remercie. Alors, l'actualité du système éducatif. Alors,
pour résumer, hein, parce que c'est long, évidemment que nous ne sommes plus dans la même situation que je décrivais tout à l'heure. Il y a eu réouverture du département de philosophie à l'université, je dirais timidement. Bien sûr, les départements d'éducation, le département d'études islamiques sont toujours là. Moi, j'ai rien contre les études islamiques. Le problème, c'est que ce n'est pas traité comme les Islamic Studies qu'on peut trouver à Oxford ou dans d'autres universités du monde, dans lesquelles on est en train de faire des études de théologie et on s'ouvre à faire de la théologie comparée pour comprendre. Non, c'est Dirasat Islamiyya, c'est une lecture dans le corpus interne du fiqh et du Dirasat Sharia. Donc c'est pas tout à fait la même chose, c'est un travail un peu fermé, clos dans le corpus. Tous les départements continuent d'exister, ça veut dire 13 départements dans les universités marocaines. Aujourd'hui, en philosophie, alors que historiquement on n'a gardé que Rabat et Fès, on a réouvert à Marrakech il y a plus de 20 ans, Casablanca, Benmsik, et ici et là des départements plus de sociologie, dans laquelle il y a une partie de philo. Donc on recommence un petit peu timidement. Dans l'enseignement secondaire, il y a encore des batailles, à vrai dire. Je vais les résumer de cette manière. Ça veut dire, on ne s'est pas encore débarrassé d'une conception doctrinaire de l'enseignement dans laquelle il y a la centralité de la question religieuse. Ça veut dire, ça c'est clair, on n'a pas encore quitté ce paradigme. On n'a pas encore quitté ce paradigme. C'est un conservatisme. C'est un conservatisme, c'est une sorte de conformisme, mais il y a aussi des lobbies. Ça veut dire, il y a à peine 3-4 ans, un enseignant amène un texte d'Ibn Rushd et c'est un tollé général par les enseignants de Dirasat Islamiyya, etc. Donc la bataille n'est pas réglée parce qu'on n'a pas encore accepté la pluralité de la vérité. C'est ça la question centrale. Il n'y a pas d'esprit critique, il n'y a pas de regard critique possible sur le savoir si on n'accepte pas la pluralité des régimes de vérité. Pour le moment, on n'est pas encore à ce stade, et c'est un travail il y a des forces contraires, il y a certains qui le défendent, mais ce n'est pas encore gagné. Voilà. C'est vraiment pour résumer de la manière la plus honnête possible, pour vous dire les choses où ils en sont. Je peux juste ajouter quelque chose. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi j'avais l'impression qu'il y a un recul par rapport à ce que j'ai connu moi au lycée à Marrakech. Il y avait un programme de philosophie qui était assez large, je compare même à ce qui se faisait ici au Occident, avec quelque chose de très conséquent. Et il y avait, dans mes souvenirs, toute une liberté qui, moi, me semblait tout à fait naturelle, à tel point, par exemple, on rentrait en cours de philosophie, notre professeur de philosophie, Sila Chan Tejani, avait toujours répété cette phrase, une citation d'Ibn Rushd, c'est là où j'ai entendu parler d'Ibn Rushd. Il disait Al-Hikma sahibatu al-shari'a wa al-ukhtu al-rabi'a laha wa huma al-mutahabbatani fi al-jawhar wa al-ghariza. À chaque fois, il citait cette mesure et après, il chauffait la salle comme ça. C'est comme ça qu'il chauffait la salle. Bon. Et ça nous semblait tout à fait normal, sans aucun. Bien sûr, certains traitaient
de kafir, bien sûr. Mais ça ne posait pas de problème, personne ne s'était plaint ni. Alors, tu peux C'est une autre expression. إذا حضر الماء Dans le cadre des expressions d'Ibn Rushd, il y a aussi une autre qui est très connue. L'ignorance mène à la peur mène à la haine, et la haine conduit à la violence. C'est Ibn Rushd qui a dit ça. Pour revenir à la littérature et peut-être défendre un peu les lettrés ou les intellectuels arabes, il y a eu une transmission, peut-être pas au niveau souhaité, mais dans les écrits, par exemple dans la pensée, je dirais même presque la philosophie d'Ibn Khaldoun, il y a une continuité de cette rationalité héritée de Ibn Rushd. On pourrait citer, mes souvenirs me reviennent maintenant donc, à évoquer mon prof de philosophie, de Ibn Benna al-Marrakeshi, qui était mathématicien et philosophe à ses heures. Il y a quelque part un legs enfoui, bien sûr, qu'il faudrait peut-être dépoussiérer, et les hommes de lettres peut-être ont été les premiers à le faire, à transgresser, à aller au-delà des sentiers battus. Je pense par exemple à Mahmoud al-Msadi, le Tunisien, donc avec Haddatha Abu Hurayra Qal, son roman, il y a quand même beaucoup plus que de la simple transgression, où il remet en question l'esprit critique et qui demande une distanciation. Il y a Tayyib Saleh, le Soudanais, en pensant bien sûr tout à l'heure à l'époque de Noumairi, et notamment aussi dans son roman Mousim al-Hijra ila Shamal. Il y a eu une continuité, pour finir peut-être la jonction entre littérature et philosophie chez Adonis, avec peut-être beaucoup de réserves. Mais est-ce qu'on est là dans une certaine continuité? Je me trompe. Non, c'est pas une affaire de se tromper ou de... Non, je pense que on n'a pas... il y a actuellement un philosophe marocain, Fouad Ben Ahmed, qui mène un travail intéressant en train de déterrer par des documents, l'apport de documents. Je ne parle que des choses que je peux maîtriser. Lui, il a déterré par des documents pas mal de continuités d'Ibn Rushd qui ont été minimisées, qui n'ont pas été suffisamment valorisées, etc. De la part de juristes, pas uniquement de lettrés, de juristes, mais également de penseurs médiévaux. Donc bon, ça c'est un point que je voulais souligner, qui existe. Le grand problème, c'est que même s'il existe, il est resté dans des parchemins et dans des documents qui n'ont pas suffisamment circulé, malheureusement, pour percoler dans le quotidien, pour percoler dans la conscience des gens. C'est ça le problème. La deuxième chose que je peux dire, alors sur cette question de lien entre littérature et philosophie, qui est une question qui me tient personnellement, c'est une question qui me tient énormément à cœur. Je suis actuellement en train de faire un travail sur un écrivain marocain que vous connaissez peut-être, Edmond Amr al-Melh, qui est comme il disait lui-même, qui était marocain juif et non pas juif marocain, et qui était de formation philosophique, mais qui a fait le choix d'aller plus dans la littérature. Quel est le point de jonction entre la littérature et la philosophie? Le point de jonction, c'est que la philosophie, comme le disait Deleuze, c'est un philosophe est un créateur de concepts.
il crée des concepts pour créer des catégories de lecture, de compréhension du monde. C'est ça le travail d'un philosophe. C'est un travail d'élaboration à partir desquels on crée des concepts, on crée des cadres, à partir desquels on arrive, à partir du singulier, à comprendre peut-être l'universel. Et donc, c'est un travail sur les concepts. Un homme de lettres est quelqu'un qui travaille sur les percepts. C'est quoi les percepts? La perception, on veut dire, il travaille sur la sensibilité. Un homme de lettres travaille sur la sensibilité. Et personnellement, moi je pense qu'il y a une complémentarité entre les deux. Parce que la philosophie nous amène vers une abstraction. La littérature parfois nous amène vers quelque chose de plus charnel, de plus sensuel, qui nous permet de comprendre de manière, par la narration, par le vers, par la poésie, qui nous permet de sentir les choses. Je pense que nous avons besoin des deux pour pouvoir comprendre le monde. Le monde, comme a dit notre cher interlocuteur tout à l'heure, aujourd'hui on a besoin de sortir de ces clivages entre science, littérature. Pourquoi? Parce que le monde est complexe. Le monde est très complexe. Et on a besoin de ces multiples entrées. Et pour revenir à la question centrale qui taraude Cédric Raissi, on a besoin aussi d'accepter notre pluralité en tant qu'être. On n'est pas obligé de nous réduire à un. On peut accepter d'être pluriel. Parce que être pluriel est une richesse extraordinaire. Est une très très grande richesse. Mais qu'est-ce que ça veut dire être pluriel? Ça veut dire accepter que je ne suis peut-être pas toujours le même, parce que peut-être que moi-même je change, parce que peut-être que l'autre est en moi. Il faut accepter l'autre en soi pour pouvoir comprendre. Mais tout ça, c'est la philosophie, la littérature qui nous permet de le comprendre. Voilà. Vous avez une question en ligne? Ah, ça fait ici. Il y a une question en ligne, peut-être. Comme tu veux. Merci. Bienvenue, Cédric, Strasbourg. Moi, j'ai pas lu le livre. Donc, je vais m'empresser de prendre. Donc, je voudrais faire deux témoignages. Le premier, en moins d'un mois, je viens de me rendre dans cette salle pour assister à deux conférences. La première, c'est avec Aoulid, et la seconde, c'est avec toi. Et je suis un vieux de la vieille de Strasbourg, puisque j'étais un espace âgé dans les années 75. Je me souviens qu'à l'époque, lorsqu'on venait au consulat, c'était pour manifester dans le consulat. Aujourd'hui, on y vient pour s'abreuvoir de sens. Et ça, c'est une mutation fondamentale, profonde, importante, que connaît globalement le Maroc, mais qui n'est pas assez mise en valeur. Donc, sans vouloir faire de la flaconnerie, ni rendre hommage à notre consul, je tiens à dire cette vérité. La deuxième, c'est que c'est que je connais depuis une vingtaine d'années, mais à distance, on se connaît à distance, fait partie de cette génération d'intellectuels marocains qui nous font honneur. Et il fait partie de cette génération, un tout petit peu, qui, sans plier les chines, je dirais d'une certaine manière, qui a participé, à mon avis, à la Naïda de l'époque, et qui effectivement, au fur et à mesure, s'est investi de façon sérieuse dans son travail intellectuel, du théâtre. Je voulais apporter ce témoignage. Maintenant, sur le débat sur Ibn Rushd, j'ai eu personnellement, et sans vouloir
vraiment par hasard, un accident. J'avais écrit un livre en 2002 avec Daniel Riot, qui était un des grands journalistes de Strasbourg, qui est décédé maintenant, et qui était l'animateur de tous les écrivains qui viennent à Place Kléber. Tous. C'est lui qui a animé. Et je trouve que Jacques Attali devait venir pour un livre qui s'appelle L'éveil, la confrérie des éveillés, où il traite Aristote et Maïmonide, et Averroès, pas Aristote, Averroès et Maïmonide. Et comme le hasard a voulu que la veille, il était un tout petit peu, parce qu'on est dans la terre du vin blanc, il était un peu mon ami Daniel Riot, et il a fait une chute dans l'escalier, et on a considéré que moi je devais m'élever, remplacer, je dirais, Daniel Riot pour présenter le livre avec Jacques Attali. Donc je l'ai lu très rapidement et j'ai fait le travail qu'avait à Place Kléber devant le public. J'ai retenu de ce livre une chose terrible, c'est que Jacques Attali le raconte de façon anecdotique, c'est-à-dire en 1492, quand il la Reconquista. J'arrive jamais à le dire correctement, la Reconquista. Voilà. Des juifs, des savants juifs sont allés dans l'Empire ottoman à l'époque, amener ce qui était considéré comme l'arme nucléaire de l'époque, à savoir l'imprimerie, des techniques de l'imprimer. Et les religieux ont déconseillé le sultan, ou d'adopter cette technologie qui incarnait le diable d'une certaine manière. Et on explique que c'est l'un des retards de la diffusion du savoir et du livre par la technique de l'imprimerie. L'un des retards dans le monde arabe et dans le monde participe du refus de cette technologie. En sachant qu'on est dans la ville où nous avons place Gutenberg. La deuxième observation que je voudrais faire, c'est que depuis une dizaine d'années, il y a un mouvement identitaire très fort et très puissant en France qui essaye un tout petit peu de contester l'apport de Jean Roche à la philosophie, même je dirais le côté Musla ou Aristote, ils veulent le contester. C'était à deux occasions importantes, mais ils sont systématiquement dans ce travail. Il y a eu en 2016 la production d'un livre qui s'appelle Aristote au Mont-Michel et qui a provoqué une furie, je dirais, chez les historiens, alors que généralement ce sont des gens très posés, etc. Et il a été très fortement combattu, notamment par des gens comme Finkielkraut, etc. La deuxième, c'est en 2018, il y a eu effectivement un livre qui s'appelle L'histoire mondiale de la France, de Patrick Bouchon, qui était quand même, je dirais, du Collège de France, où il a mobilisé 136, je dirais, historiens, qui chacun a travaillé sur l'apport du monde extérieur à la France, c'est-à-dire aussi bien Zidane que Roche, et ça avait provoqué une énorme polémique à telle enseigne que ce livre, qui est quand même de 700 pages, a été vendu plus de 100 000 exemplaires. De la même manière que le Aristote du Mont-Saint-Michel, qui est un livre très érudit, je l'ai lu, et qui est très difficile à pénétrer intellectuellement, et qui a été un succès de librairie. Donc, la question identitaire de nos immigrés, de nos jeunes, et nous sommes aujourd'hui, nous pataugeons en France, par exemple, dans une pathologie identitaire à toute épreuve. Et donc, je considère que ce genre de rencontre
hein. Ils ont un apport symbolique peut-être, mais qui est tout à fait nécessaire, et excusez-moi d'avoir été long. Merci Idriss pour ta générosité. Juste un mot. Je pense que de toutes les façons, les polémiques, il y en aura toujours pour contester. Non, je pense que ça a commencé très tôt, avec Raymond Deloul, avec les premiers théologiens. Vous savez, soit on a considéré qu'Averroès a été plus aristotélicien qu'Aristote, soit on a considéré qu'il a perverti Aristote. Il y a de tout. Mais ce qui reste, finalement, c'est que les grands philosophes qui ont marqué l'histoire de l'Europe sont tous allés chercher chez Averroès des inspirations. Et je vous invite à lire un livre qui vient de sortir l'année dernière de Jean-Baptiste Brenet, qui s'appelle « Qu'est-ce que penser ?» Et il parle d'Averroès pour répondre à cette question de « qu'est-ce que penser ?» Ça veut dire, il ne répond pas à partir du cogito cartésien. Il ne répond pas à partir de Descartes, il répond à partir d'Averroès. Moi, personnellement, je pense que les polémiques comme ça ne sont que révélatrices de l'importance d'un héritage. Et le travail qu'il y a à faire, c'est un travail sur un meilleur ancrage de la compréhension de la pluralité de ces héritages. Il n'y a rien d'autre à faire. On ne peut pas moi, je pense que le terme identité est un terme malheureux. Pour moi, le terme identité est un terme policier. La première chose qu'on fait, c'est la carte d'identité. On a besoin de ficher les gens pour savoir leur identité. Mais au fond, les êtres sont pluriels. Les êtres sont pluriels et les êtres sont des êtres évolutifs dans le temps. Les êtres ne sont pas les mêmes, même dans leur propre vie. Donc, cette notion d'identité, elle a été énormément instrumentalisée et par les politiques pour appauvrir l'humain. Pour moi, c'est une tentative d'appauvrissement de l'humain. Tout le travail qu'il y a à faire par la philosophie et la littérature, c'est qu'on retrouve cette richesse intrinsèque à l'humain. C'est ça le plus important. Autre chose, dans la confrérie des éveillés, Jacques Attali fait quelques anachronismes au service un petit peu de l'idéologie, mais c'est pas très grave. C'est un livre sympathique. Qui est écrit à plusieurs mains. Oui, ça c'est classique. Ça. Bonsoir tout le monde. Tout d'abord, je ne dis qu'à remercier Monsieur le Consul Idriss El-Kaissi pour ses actions intellectuelles dont on a besoin, et surtout dans cette période-là où la courbe d'intellectualité commence à baisser vers moins l'infini, disons, au terme de mathématiques. Pour mon intervention, je le ferai en arabe, parce que je trouve que c'est sympa de parler entre des Arabes en arabe et de se retrouver notre culture natale. Donc, كما سبق لكم وأن ذكرتم ابن رشد هذا يعتبر من أهم المترجمين في العصور الوسطى، أو أنه كان حلقة وصل بين العصور الوسطى والعصر الحديث. هنا ما أثار انتباهي هو أن ابن رشد أو أن كثير من العلماء والمؤرخين ذكروا أنه كان يقوم دائما بترجمة فلسفة أرسطو أو فلسفة الميتافيزيقا أو ما فوق الطبيعة، أي أنه كان يشير إلى أسئلة كونية متعلقة بالإله انطلاقا من مجموعة من ترجماته لفلاسفة القرن الوسيط، منها فلسفة أرسطو. هنا السؤال المطروح هو: هل كان ابن رشد مجرد مترجم لفلسفة أرسطو،
أم أنه أتى بأفكار وتطورات حديثة لها تأثير سواء إيجابي أو سلبي على الثقافة الإسلامية آنذاك؟ شكرا. اسمح لي بتوضيح. ابن رشد لم يكن مترجما. ابن رشد كان شارحا لأرسطو وكان فيلسوفا، لم يكن مترجما. من ترجم النصوص الإغريقية هي مدرسة بغداد بإدارة ابن متى. فيعني أول توضيح ضروري نعرفوه أنه ابن رشد لم يكن مترجما، بل كان شارحا للنص. وحين أقول شارحا أعني بذلك أنه كان يعيد قراءة النص قراءة جديدة. فالقراءة الجديدة لا تعني ترديد ما قيل، وإنما إعطاؤه معنى جديدا ومتجددا. ثانيا، هو لم يقم فقط بشرح نصوص فلاسفة سبقوه، بل هو شرح كذلك نصوصا لفلاسفة عاصروه. وأكثر من ذلك أنه كتب نصوصا لمجادلة الفقهاء. فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من اتصال هو نص لمفاحمة أهل الدين، ce qu'on appelle le discours décisif. donc أولا ليس مترجما، ثانيا هو شارح، ثالثا هو فيلسوف. وكفيلسوف هو قدم مجموعة من الأفكار، ومنها الأفكار التي وضحت فيما قبل للمتدخل التي خلقت بلبلة. ولذلك أنا أدعوك إلى قراءة كتاب جون باتيست بروني الأخير، لأنه ينطلق من ما أتى به ابن رشد فعلا كفكر لفهم ما معنى أن نفكر، ما معنى أن لأنه هو يربط بين الفكر والخيال. وهو ربط مسألة أخرى، هو كان يبحث. هو حين أعاد قراءة أفلاطون لم ينطلق من مفهوم النفس عند أفلاطون، بل انطلق من مفهوم المدينة. فاعتبر بأن المدينة هي جامعة لنوع من الأنا الجمعي، فيها نوع من الأنا الجمعي نحاول أن نصل إليه، نصبو إلى هذا الأنا الجمعي الذي يعطينا قدرة على تكوين نوع من العقلانية في المجتمعات. وشكرا على Vous pouvez demander à Cédric, vous pouvez demander directement à Fatima d'intervenir, elle est en face de vous. Allez-y Fatima. Oui, bonsoir. Donc en fait, je vous remercie pour votre intervention qui est très riche et très intéressante et complètement inédite dans celui qui s'y apprête fortement et qui réunit toutes les intelligences depuis quelques temps. Donc moi, je ne peux m'empêcher de faire le lien entre votre ouvrage, qui sera sûrement très intéressant, qui sera sûrement encore plus intéressant que une lecture très prochaine, avec le film de Youssef Chahine, Le Destin. Ah oui, bien sûr. Du coup, on peut faire un parallèle avec sa traversée jusqu'à sa tombe. Vous avez cité un extrait de sa traversée du détroit, avec le voyage de son homme qui continue à travers les territoires, les contrées, et qui suscite toujours hier et aujourd'hui encore, et peut-être encore demain après la discussion et la diffusion plus massive de votre récit. Des interrogations,
des mécontentements, encore une fois, dans le monde arabe. Dans le monde arabe, dans le monde musulman, pour être plus précis. Ma question, à travers ce que je viens de dire, est-ce que on parlait de latinisation du nom tout à l'heure? Oui. Est-ce que la latinisation du nom de Ibn Rushd n'a pas été salvateur, n'a pas été, au contraire, on peut le voir d'un autre point de vue, le moyen de préserver son œuvre? Et est-ce que si on avait continué à cacher, il n'y a pas d'autre mot, à cacher et à enterrer ces écrits, ces appropriations, est-ce qu'aujourd'hui on pourrait en parler comme on en parle aujourd'hui? Sachant qu'il était médecin, et dans le monde médical, ça a aussi sa place, Ibn Rushd a aussi sa place. Voilà. En tout cas, je vous remercie et je veux hâte de lire votre ouvrage très vite. Merci beaucoup. Évidemment, Youssef Chahine, on ne peut pas ignorer ce travail cinématographique qui a été fait, bon, qui a été discuté, contesté à un certain égard, mais pour moi, c'est quand même une trace importante qui est restée dans la filmographie par rapport à l'héritage d'Ibn Rushd, ça c'est évident. La deuxième chose, moi je n'ai pas de jugement du tout sur la question de la latinisation, au contraire, moi je pense que le retard pris par le monde musulman à accepter que l'université soit l'espace qui sanctifie le savoir profane est quelque chose qui nous fait du tort jusqu'à aujourd'hui. Donc forcément, heureusement, bien sûr, et évidemment, heureusement qu'il a été préservé ailleurs. Ça va de soi. Ça va de soi. Moi, je pense que le grand danger, quand il y a une discussion sur Averroès, c'est de s'enfermer dans des discours auto-justificateurs. De dire, oui, il est à nous, etc. Moi, pour moi, il appartient à l'humanité. Il a apporté quelque chose à l'humanité. Nous faisons... Il faut aussi qu'on arrive à ce stade où, au lieu d'être dans une sorte de rapport de revanche, moi je pense que le décolonial, je vais élargir la discussion, moi je ne pense pas le décolonial du point de vue de la revanche. Je pense le décolonial à partir d'Édouard Glissant, à partir de l'idée du tout monde. Ça veut dire... La créolisation. C'est pas plutôt le nostalgique? Non. Aujourd'hui, quand on parle, il y a une tentative identitaire d'appropriation, de réappropriation. Moi, je pense que... La créolisation. Moi, je préfère la créolisation. Ça veut dire, moi, je pense qu'il faut qu'on sorte de cette hiérarchisation qu'il y a entre nous et les autres, qu'on sorte de l'eurocentrisme, mais qu'on sorte aussi du réflexe identitaire, et qu'on dise, on a tous apporté quelque chose à cet universel. Et qu'il n'y a pas un universel qui est né en Europe, il y a un universel multicentré. Un universel multicentré, c'est exactement le travail que fait actuellement un philosophe sénégalais que j'apprécie énormément, Souleymane Bachir Diagne, sur l'universel multicentré, une sorte d'universel latéral. Donc, moi, je ne me pose jamais dans cette posture de dire oui, il est à nous, etc. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est, de comprendre d'où nous parlons. C'est important de savoir d'où nous parlons. Mais c'est important aussi de savoir qu'on a tous droit à être les artisans d'une humanité. Voilà. On a tous droit d'être des artisans d'une humanité. Avec nos histoires, avec nos blessures, avec nos différentes failles, mais on est tous là pour construire cette humanité. Mais ce travail nécessite un effort sur soi et une ouverture sur l'autre. Et en même temps une critique. Et là j'aime bien ce que Amir Khattabi appelait la double critique, ça veut dire on est en même temps critique vis-à-vis de l'Occident, mais on est critique vis-à-vis de notre héritage aussi. Donc une double critique. Voilà, c'est dans cette posture-là que je me pose, moi, sur ces questions.
Juste. Merci. Je suis désolé, je parlais en arabe, en français, comme idée à mais je peux parler en arabe classique s'il le faut, je peux parler en anglais, c'est pas un problème. Mais je suis un pluriel, comme vous avez dit, donc je suis heureux d'être quelqu'un de pluriel. Et c'est ce que je cherche à avoir tous les jours. Merci beaucoup pour cette conférence, j'ai appris beaucoup de choses et je ne suis pas du tout philosophe, je vous assure, je suis complètement côté de la plaque par rapport à ça. Je voudrais juste apporter un témoignage, j'ai eu la chance d'être à Cordoba. Qu'est-ce que je vois? La statue d'Avoriaz. Bien sûr. Et je me disais, mais c'est pas possible. Cette personne, cette personnalité est fantastique. Et voilà, je ne les ai jamais croisés au Maroc. Je ne les ai jamais vus, sous aucune forme. Et quelque part, on se dit, mais finalement, voilà, ils sont peut-être pluriels, encore une fois, ils ont peut-être compris les choses. Et vous vous baladez dans la rue de Cordoba, vous voyez donc les statues de différents philosophes, médecins, musulmans. On va dire que c'est musulmans, alors pluriel dans ce cas-là. Et quelque part, on a perdu un peu la bataille, j'allais dire. Il va falloir peut-être qu'on se bouge un petit peu par rapport à ça. Et j'ai remarqué aussi à Lamba, vous connaissez Lamba, donc et qu'est-ce que j'ai vu là-bas? J'ai vu des enfants qui viennent visiter ces lieux-là. Et je me suis dit, mais pourquoi les enseignants envoient leurs gamins visiter ça? Je me suis dit, ben, c'est tout simplement pour se connecter à quelque chose, dans la pluralité, et quelque part, ça nous donne une leçon d'humilité de devoir apprendre et de progresser. Merci, c'est tout ce que je voulais dire, juste un petit témoignage. Très bien. Peut-être pour ne pas verser dans le salafisme rochdiste, il faudrait peut-être s'inspirer du narrateur qui, vers la fin, en observant les jeunes, les élèves d'Adib, voit que eux, ils tournent quelque chose de la page, ils se sont appropriés Ibn Rushd et on passe de le dépasser. Et cela, la fasl al-maqal, finalement, pour que nous ne restions pas nostalgiques d'Ibn Rushd des salafistes. Je sais pas, peut-être que je devrais juste lire. Hein? Puisque tu m'invites à lire, on va lire ce qu'on appelle devenir à bricoler. C'est ça? C'est le passage dont tu parlais? Bon, allez, on va lire comme ça. C'est bon, c'est bon, il y est sur la deuxième caméra. Allez-y. Devenir à bricoler. Adib m'avait sommé de trancher pour lui ses propres doutes. Lire à Marrakech le texte où il tentait vainement de répondre à cette question lancinante: qui aurait encore peur d'Ibn Rushd? Ou alors, révéler ce dernier récit qu'il avait pris le temps d'écrire soigneusement intitulé « Et si demain, personne n'avait plus peur d'Ibn Rushd ?» Dans les deux cas, il avait à cœur d'apporter une réponse suffisamment crédible à son ami le docteur Brown. J'ai opté pour la deuxième voie. Je devins à mon corps défendant son porte-voix et me trouvai embarqué dans ce jeu, face à une salle tenue en haleine, ne comprenant pas pourquoi Adib n'était plus de la partie et impatient d'entendre l'écho de ses dernières paroles. Je cherchais à l'occasion des yeux une silhouette de jeune fille, au regard vif, aux cheveux lestement dissimulés sous un foulard. Il y en avait plusieurs. Mais Nadia ne s'était pas manifestée. Je lui avais pourtant envoyé quelques messages sur les réseaux sociaux, restés sans réponse. J'ai compris qu'elle pouvait en savoir bien plus que ce que m'indiquaient les notes d'Adib sur la relation tendue qu'il entretenait avec ses camarades de classe, Saïd en premier. Mais elle n'a pas daigné se présenter et a fini par m'envoyer ce message sibyllin: ne comptez pas sur moi, j'attendrai qu'il revienne.
et ne savait pas quel était l'objet de ce dernier texte d'Adib, qu'il ne restait de lui que des mots épars que je m'efforçais de remettre ensemble. Je commençais à lire, les lèvres tremblotantes d'émotion, oublier la fermeté et la rondeur de la voix que je pouvais emprunter derrière ma cabine d'interprète, en me faisant le traducteur de son dernier désir, je n'étais plus maître de mes vibrations internes. Je voudrais vous parler, écrit Adib, de mon élève préféré, Nadia, rappeuse, discrète et rebelle. Après la fin houleuse de mes chroniques, que j'ai tenues pendant 18 mois, dans l'espoir de faire réentendre un bout du legs d'Ibn Rushd au public, elle essaya par 2 ou 3 fois de m'aborder hors classe, puis s'est rétractée. Un jour, elle osa reprendre sa plume, après une longue période d'empathie à distance. Écoutez bien ce qu'elle m'écrivit. « Monsieur, vous n'êtes pas seul. L'esprit d'Ibn Rushd réunit bien plus de monde que vous ne l'imaginez. Oui, vos semblables sont invisibles, tapis dans l'ombre, craignant les représailles, mais ils tissent leur toile patiemment. » À la lecture de ces premières lignes, du message parvenu à mon casier, j'ai cru déceler un petit mot de solidarité, rien de plus, un acte de consolation désespéré, comme ce que j'avais pu écrire autrefois à mon ancien ami Hassan lorsqu'il a été rayé de l'enseignement de la philosophie d'Averroès pour incitation à l'athéisme. J'ai cru qu'elle avait eu un beau geste, sans conséquence. Mais il ne fallait pas s'arrêter à mi-chemin. Monsieur, nous sommes dorénavant plusieurs réunis dans une nébuleuse en ligne où nous nous sommes baptisés Néo-Mu'tazilites. C'est moi qui en ai suggéré le nom, en clin d'œil à vous, qui nous avez longuement parlé de ces théologiens rationalistes, précurseurs d'un islam plus ouvert, étouffé dans l'œuf. Elle m'invitait dans la foulée à aller sur leur site et leur profil dans les réseaux sociaux, découvrir leur forum de discussion et échanges enflammés. Néo-Mu'tazilite 1. L'au-delà, ça existe. Qui a déjà fait le voyage aller-retour pour en attester? Néo-Mu'tazilite 2. Sommes-nous descendus du ciel? Visiblement non. Nous sommes tous issus d'une terre. Alors apprenons à nous débrouiller entre terriens sans attendre la providence. Plus loin, il se redemandait innocemment si l'homme était libre dans ses choix, si la tradition était à dupliquer, recréer ou dépasser. Toute une foule de jeunes qui se défiaient à distance, pimentant leurs joutes fraîches et juvéniles. On dirait une nouvelle tribu en effervescence. De vieilles questions jamais résolues remises au goût du jour comme si de rien n'était, ou comme si tout était à refaire. Si vous permettez, j'ai encore une question de Sidis, mais avant de poser ma question, je voudrais juste commenter le fait, vous avez parlé de cet humain pluriel. Juste, je ne sais pas pour les jeunes, mais on se rappelle, nous, notre génération, quand on était jeunes, il n'y avait pratiquement pas de visa pour venir en Europe, vous vous rappelez, hein? Il n'y avait pas vraiment cette attractivité. On venait passer les vacances et revenir sans problème. Donc ma question, c'est sur le sujet de l'enterrement d'éternement du corps de Ibn Rushd. C'est un peu exceptionnel, donc historiquement, et ça doit être justifié en quelque sorte. Je ne sais pas si vous pouvez, sachant que quand il a été reçu, on a vu que c'était juste son fils. Même les grands de la cité n'étaient pas là, personne presque. Et le fait qu'il y ait ces livres avec lui, est-ce que c'était pas une manière de... On ne veut pas de ce legs qu'il reste aussi au sud. Donc, comment vous pouvez nous donner plus d'explications sur cette question? Merci. Alors, d'abord, il faut savoir que Ibn Rushd se retrouve à la fin de sa vie à Marrakech. D'abord, c'est le retour de son exil forcé. Et deux, le sultan avait besoin de lui en tant que médecin. Ibn Tawfa, il était mort. Donc, en fait, il avait besoin de lui en tant que médecin. Donc, c'était d'abord
épisodique. Lui, il était plutôt de l'autre côté. D'abord, en 2, toute sa famille était restée de l'autre côté. Donc, il était seul. 3, il se retrouve à Marrakech, au cœur de la dynastie al-Wahhad, dans laquelle l'aversion à la philosophie est encore plus forte. Donc, la demande de rapatriement, elle vient de sa famille. La demande de rapatriement, ça c'est des données qui sont documentées. La demande de rapatriement vient de sa famille, et donc il est rapatrié avec ses ouvrages parce qu'il fallait préserver le legs. Donc ça c'est clair. D'accord, merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, sinon... Oui, j'ai une question. Oui, oui. Une dernière. Donc, donc je suis vraiment honoré d'assister à ce genre de conférence. On attendait avec patience que cette conférence soit en culture, comme elle a été annoncée sur le lien diffusé à nos compatriotes qui sont en ligne. Moi, ma question, je vais la poser en arabe, comme mon compatriote là-bas. On disait de Averroès, c'est أول من شرح قلق العبارة الأرسطية. في الفكر العربي تم التخلي عن الفلاسفة من الفلاسفة المشاؤون مثل ابن سينا والكندي والفارابي، وتم التعلق أكثر بالمتفلسفة من أمثال المعتزلة والأشاعرة والكرامية والجهمية والمشبهة. وبعد ذلك شكون اللي فيك المتفلسفة قول لي؟ المعتزلة والمتشبهة والكرنابيون والجهمية والأشاعرة. وبعد ذلك جاء الفكر عند الفقهاء، والفقهاء الذين تم اتباعهم وتصديق كتاباتهم وأقوالهم ومداخلاتهم في القصور كفروا الفلاسفة ونبذوا المتفلسفة. وبعد ذلك جاءت بعض الكتب مثل الكتاب الذي الأكثر قراءة وهو نشأة الفكر الفلسفي الإسلامي، ربما تم كتابته من بعض الناس الذين عاشروا يوسف بن تاشفين، الذي قيل عن دولته أنها كانت الأكثر عدلا منذ دولة الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني منذ دولة الراشدين الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز بعد ذلك. سؤالي: لماذا غاب ابن رشد عن الساحة الفكرية العربية؟ ولماذا كما قال المواطن الكريم عندما رأى تمثال ابن رشد في دولة أخرى، ولماذا نجد لدى الإسبان ذلك الحنين إلى الدولة الأندلسية أكثر منا نحن الذين حق الإرث أكثر منهم؟ وهل هناك أمل في تدارك الأمر؟ بارك الله فيك. شكرا. Alors, je réponds en arabe ou en français? ما عنديش مشكل باللغة. Tout le monde est à l'aise en... C'est ça. Tout le monde est à l'aise en arabe ou en français? Alors là, juste... alors il faut distinguer la pensée rationnelle de la pensée spéculative. Les théosophes أهل الكلام اللي هم المعتزلة كلهم هادو ils pratiquaient ce qu'on appelle la pensée spéculative. C'est pas la pensée démonstrative.
C'est pas la pensée rationnelle démonstrative, c'est la pensée spéculative. Quelle est la différence? La différence, c'est qu'un spéculateur, il présuppose une vérité et il fait une démonstration pour la prouver. Un philosophe ne présuppose pas de vérité. Il est dans le doute permanent. Il construit. Donc ça, c'est une grande différence. Et Ibn Rushd a fait cette distinction. Il l'a fait dans un texte majeur dans lequel il distingue les niveaux de ce que veut dire le niveau du raisonnement rationnel, de la démonstration rationnelle, la pensée spéculative, etc. etc. Et c'est pour ça que lui était en dialogue avec le Mu'tazila, etc. Parce que l'Ash'a'ira, parce qu'il pensait que c'est une pseudo-pensée. Pour lui, c'est une pseudo-pensée. La pensée mystique, elle est intéressante parce qu'il y a une sorte de cheminement interne vers la vérité, mais il y a une incapacité de dépasser le plafond, le plafond de la vérité religieuse. Alors, bien sûr, les fuqaha, ils viennent pour sceller la vérité. Ils interprètent la vérité et ils la scellent par le droit, et donc par la règle. Et donc, alors on passe de la pensée philosophique qui est ouverte, qui cherche la démonstration rationnelle et qui est prête à se rétracter lorsque la démonstration est impossible, à la pensée spéculative qui, elle, cherche à prouver quelque chose à partir d'une spéculation, à une pensée qui fige la vérité au nom de la loi. Au nom de la loi. Donc ça, c'est juste pour te faire cette distinction qui est importante et dire que Averroès a été le seul des philosophes de l'époque à avoir fait ces distinctions. Et c'est pour ça aussi qu'il s'est fait beaucoup d'ennemis. Alors la deuxième chose, pourquoi... Alors d'abord, je vais l'arabe. هنا كنا في des concepts وشي مرات انا جو لي ميتريز en français. لماذا غاب ابن رشد عن الساحه؟ أو في الحقيقه انا حاولت نوضح من قبيله انه اولا هو ما دمنا نخلط بين السياسه والدين لا يمكن ان نعتبر ابن رشد كمرجع، لانه هو مرجع يساعدنا ان نخرج من هذا الخوض. دونك هذه نقطة جوهرية. هذه نقطة جوهرية. ثانيا لم نستطع أن نجعل من ابن رشد مرجعا لبناء، لأنه هو ماشي حداثي، هو قبل الحداثة. لذلك هضرت على إيراسموس، ننطلقوا منه باش نبنيو حداثة جديدة. لم نستطع أن نفعل ذلك لأننا اعتبرنا بأن الحداثة مسألة أوروبية واستحدثناها من أوروبا، ولم نستطع أن نستنبت الحداثة من تراثنا، من موروثنا. لم نكن قادرين على ذلك. وفي بعض الأحيان لم يترك لبعض المثقفين المجال لفعل ذلك. هذا صراع سياسي. هذا صراع سياسي. المسألة الأخيرة وتترجع لنا كذلك ما قاله الصديق، أنا ربما سأكون أحذر منكما في مسألة الإسبان، لأنه لا تظنوا بأن إسبانيا تمجد تراثها الأندلسي. بعضهم ليسوا. لا، سياسيا إسبانيا لمدة طويلة لم تريد أن تعترف بهذا الموروث، ولكن انطلاقا من ثمانينات القرن الماضي
حينما إسبانيا بدأت تبني مشروعا سياحيا استغلت هذا الموروث، ولكن على المستوى الثقافي إذا رجعت إلى مثلا ما يدرس في المدارس الإسبانية، ما يلقن، ما يمر حول من خلال الإعلام، هذا الموروث ليس له وجود. هذا الموروث ليس له وجود في الخطاب السياسي، ليس له وجود في الخطاب البيداغوجي، فهو موجود كعنصر من الموروث، ولكنه لا يؤخذ محمل الجد داخل الخطاب الثقافي الإسباني. هناك كتاب مثلا، نقدر نهضر على كتاب مثلا بحال خوان غويتي سولو، ولا اللي هما كان عندهم ارتباط بهذه المسألة بشكل قوي ودافعوا عليها، ولكن هنا تنهضروا على حالات، ولكن ماشي الخطاب الرسمي، ماشي الخطاب يعني إلا مشينا نشوفوا كيف نتعامل مع هذا الموروث داخل إسبانيا. أنا هادشي مشيت سولت عليه وكذا، أنا سأكون حذرا، لأنه ربما يمكن أن يذهبوا أبعد من ذلك بكثير، ولكن ما يجب أن نفعله نحن مع موروثنا المتعدد، هذاك الشيء بلا ما نتذكر عليه، احنا بعاد فوالا غير باش نشوف. ميرسي. انا غير باسمكم بغيت نشكر السي إدريس، وغادي نقدموا له واحد الهديه سوفينير اونون ديالكم كاملين. داير الكاليغراف السي محمد الدناوسي هو اللي صوب لنا واحد البورتري ديال السي إدريس. شكرا. شكرا جزيلا. Oui, je vais couper le micro ici. Et je vais l'activer là pour récupérer l'image. Voilà. Donc là, on retourne ici. Voilà.